les ressources sur lesquelles on s'est appuyé, c'est essentiellement la motivation des gens. Ça, c'est la ressource principale. Et dès qu'on a eu une masse critique de gens motivés, ils ont fait des choses qui ont attiré d'autres gens motivés et ça a pu croître. Peut-être que une des premières ressources sur lesquelles je me suis appuyée, c'est sans doute, pour moi personnellement, la conscience de mes manques. Nous, notre idée, c'est qu'en fait, l'école, si elle doit, pour fonctionner vraiment bien, il faut qu'elle réintègre la cité, il faut qu'elle se débunkérise. Également, on a eu évidemment besoin d'autres choses, on a eu besoin de locaux, et donc la faculté de médecine et son doyen nous ont donné des locaux à Paris-Descartes. La conscience de nos manques, c'est une ressource qu'on sous-estime, parce que cette ressource permet d'accéder à une deuxième ressource, c'est la richesse d'autrui. Mes collègues sont ressources. C'est le groupe de directeurs de la Goutte d'Or et l'inspection, parce qu'on a eu des formations vraiment très enrichissantes à ce niveau-là. L'outil numérique permet, finalement, avec une compression des coûts assez importante, d'ouvrir ce regard. Et je me souviens d'avoir invité donc un ami chinois, enseignant, là uniquement par Skype. Et puis on a eu besoin de moyens financiers, et là j'ai eu la chance d'avoir personnellement un prix pour la recherche que faisait la Fondation Bettencourt, qui ensuite a décidé de nous aider à aider les étudiants. Au niveau de l'équipe, on essaie de partager les lectures aussi pour gagner du temps. Voilà, de la formation, et puis bon, tout service innovation quand on a été impliqué dedans, et qui nous a boosté un petit peu quand même. Le désir de relation qu'ont les gens. Je suis étonnée depuis 40 ans de voir que lorsque nous présentons notre démarche, cette démarche plaît aux gens parce qu'elle est une démarche de don. Celui qui a été le plus important, ça a été Edgar Morin, qui, avec son travail de réflexion sur la complexité du vivant, à l'école, autour de l'école, a été un fabuleux analyseur pour nous. Disons que cette initiative n'aurait pas pu se développer sans à la fois le soutien institutionnel de l'Université Paris-Descartes et en partenaire Paris Diderot, et maintenant le Presse Sorbonne Paris-Cité, mais également au niveau financier, on a eu la chance d'avoir différents mécènes qui nous ont aidés. Le quelqu'un, c'est monsieur François Muller qui nous a initié à l'analyse. Je dirais pas que moi, le groupe de directeurs, quand on était en formation dans le cadre de la 18B. Pour débunkeriser l'école, il faut l'associer avec des acteurs culturels essentiellement, et ça peut être une médiathèque. Sur cette route de 40 ans, bien sûr qu'il y a eu des imprévus. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'imprévus. Et je pense que, d'ailleurs, le fonctionnement en réseau ouvert, il s'articule avec une pensée en réseau ouvert, c'est-à-dire une pensée capable de saisir l'inattendu, de faire de l'imprévu une chance. Les inattendus sont quasi quotidiens, et donc on finit par s'y attendre dans un lieu comme celui-ci, puisque c'est un lieu dédié à l'innovation, et l'innovation c'est toujours une surprise. À l'école, l'équipe se renouvelle sur 2 sur 8 à peu près tous les ans, et en fait il a fallu penser les choses avec des outils en place que chacun puisse s'approprier et que la machine continue à tourner malgré les personnes. Tout projet qui construit de l'humain, il faut s'impliquer énormément. Et la question, elle est que plus on s'implique, plus on est aussi sensible et vulnérable à autrui. Après les émeutes de 2005, donc on se retrouve face à un imprévu social, une grande volonté de la part des étudiants d'ici de faire quelque chose de différent. Et comme j'avais rencontré en Hongrie un programme formidable qui aidait des jeunes à découvrir le monde de la recherche, eh bien on l'a importé en France en permettant à des enfants issus de milieux défavorisés de découvrir les laboratoires de recherche, d'y faire des stages. L'imprévu, c'est plutôt cette capacité à rencontrer finalement des acteurs insoupçonnés avec lesquels on va pouvoir bâtir des projets nouveaux. Alors les bonnes surprises, c'est de voir qu'à tous les échelons, dans toutes les catégories sociales, il y a toujours des gens qui ont envie d'avancer. Quand nous avons vu, il y a peu de temps, le réseau Respire annoncer qu'il allait mettre en place des réseaux d'échange, d'expériences entre enseignants innovants,
en s'appuyant entre autres sur l'expérience de 40 ans de réseau d'échanges réciproques de savoir que nous avions accompagné, ça a été une surprise extraordinaire. On tient d'abord un discours qui est difficilement compréhensible, ou en tout cas qui n'a pas de légitimité, et on sent au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'on s'inscrit dans la durée, que finalement on commence à prendre un petit peu au sérieux des choses qui sont vues au départ comme étant fantaisistes. Des bonnes surprises tous les jours, les enfants qui arrivent en souriant, les parents qui sont fiers de leurs écoles. En particulier, les gens qui veulent avancer, ils veulent aider ceux qui veulent avancer ailleurs. Et donc là, il y a un grand collectif, un grand mouvement qui se fait et qui explique le succès du CRI, parce qu'on a eu des alliés tout à fait inattendus dans différents secteurs qui se sont regroupés pour nous aider et aider les plus jeunes à faire des choses radicalement différentes.